Le programme que vous allez voir est librement utilisable en classe. Toutes les infos sur éducation.france5.fr. Bonjour. Nous allons aujourd'hui nous intéresser aux propriétés des étoiles. Des étoiles en général et surtout de l'étoile Soleil. Les étoiles lointaines que nous voyons briller dans le ciel nocturne sont à des distances considérables, bien au-delà de l'orbite des satellites. Certains de ces satellites, d'ailleurs, contribuent à l'étude des étoiles, comme le télescope orbital Hubble, qui observe essentiellement en lumière visible, ou le satellite XMM qui étudie le rayonnement X. Les étoiles sont d'énormes sphères de gaz. La température dans leur région centrale atteint des niveaux tellement élevés que des réactions nucléaires se produisent qui entraînent le rayonnement des étoiles. Et c'est par ce rayonnement, par la lumière que nous transmettent les étoiles, cette lumière qui met des années à nous parvenir, que nous avons des informations sur leurs propriétés physiques, aussi bien que sur leurs propriétés chimiques. Alors nous allons tout d'abord développer des concepts relatifs aux étoiles et appliquer ces concepts à l'étoile Soleil. Dans un premier temps, nous aborderons des éléments d'astrophysique. Ensuite, nous étudierons la notion de magnitude stellaire. Puis, nous développerons l'évolution d'une étoile, de sa formation jusqu'à sa phase finale. Ensuite, nous appliquerons toutes ces notions à l'étoile Soleil afin d'en déterminer les caractéristiques. Et enfin, nous étudierons la structure du Soleil, de ses régions internes, à sa surface, à son atmosphère, jusqu'au vent solaire. Première propriété des étoiles à déterminer, leur distance. Nous y avons déjà fait allusion précédemment. La distance des étoiles est connue par la technique de la parallaxe. La parallaxe d'une étoile, c'est l'angle, le petit angle sous lequel, depuis cette étoile, on verrait le rayon moyen de l'orbite de la Terre. La parallaxe, P, est mesurée en secondes d'arc, et la distance est alors obtenue en parsec, parallaxe, seconde. La distance est précisément égale, puisque l'angle P est petit, à 1 sur P. Au mieux, ce qui a pu être fait typiquement avec le satellite Hipparcos. On arrive à descendre pour les mesures d'angle de parallaxe jusqu'à 1 millième de seconde d'arc, ce qui veut dire à des distances de l'ordre de 1000 parsec, ce qui veut dire encore à peu près 3200 années de lumière. Et au-delà, il faut recourir à d'autres méthodes, la méthode des céphéides ou des méthodes à partir de la magnitude absolue que nous allons pouvoir définir ultérieurement. Deuxième propriété des étoiles à définir, leur température, ou plus précisément leur température de surface. Cette température, pourrait-on dire, est déterminée à partir du moment où on connaît la couleur des étoiles. Il est difficile de s'en rendre compte à l'œil nu en vision nocturne, mais les étoiles présentent une certaine couleur. Il y a des étoiles qui sont plutôt bleues et d'autres étoiles qui sont plutôt rouges. Eh bien, ça, c'est lié à une loi qu'on établit en thermodynamique. Un corps solide, isolé dans l'espace et chauffé, atteint une certaine température d'équilibre, ce qu'on appelle l'équilibre thermodynamique. Et il y a une distribution de l'énergie en fonction de la longueur d'onde et de la température qui est donnée par la célèbre loi de Planck. L'intensité I, la longueur d'onde lambda, la température T,
on va travailler en système international, la longueur d'onde sera en mètres et la température en Kelvin, avec température en Kelvin égale température usuelle en degrés Celsius plus 273. Et la loi de Planck s'écrit I de lambda et de T égale 2hc2 sur lambda 5, 1 sur exponentielle hc sur lambda kt moins 1. Alors là, nous avons quelques constantes. H, qui est la constante de Planck. C, bien sûr, la vitesse de la lumière. Et K, la constante de Boltzmann. Des constantes qui ont respectivement pour valeur 6, 63, 10 puissance moins 34 joules seconde, 3, 10 puissance 8 en mètres par seconde et environ 1,38, 10 puissance moins 23 joules par Kelvin. Si nous fixons dans cette relation la valeur de T, nous avons une fonction qui dépend uniquement de la longueur d'onde, fonction qui présente ce profil caractéristique d'une courbe en cloche un peu tassée du côté des petites longueurs d'onde. Et là, nous avons l'exemple de la fonction de Planck pour donc I indice T de lambda, tracé ici pour T égale 6000 Kelvin, toujours cette fonction, donc 2hc2 sur lambda 5, 1 sur exponentielle hc sur lambda kt, moins 1. Alors évidemment, si on voulait retrouver ce profil, il suffirait d'étudier la variation de la fonction tendant vers 0, et lambda tendant vers 0, lambda tendant vers l'infini, et de mettre en évidence ce maximum de l'intensité, ici je l'ai présenté en unité arbitraire, qui est obtenu pour une certaine longueur d'onde. Il suffirait de dériver cette fonction en la considérant par exemple sous la forme U sur V, et on trouverait, je vous laisse le faire, que lambda mt est égal à hc sur 5k. Alors ce qui est important, c'est de noter que le produit de la longueur d'onde au maximum par la température est une constante. Et d'ailleurs, si vous faites l'application numérique, vous trouverez pour cette constante environ 2,9 10 puissance moins 3, toujours en travaillant en SI, c'est-à-dire avec lambda maximum ici en mètres et T en Kelvin. Donc les valeurs de lambda m vont en quelque sorte se distribuer de la sorte, et ce qui est important à noter, c'est que si nous avons une température plus élevée, si T augmente, la valeur de la longueur d'onde du maximum va diminuer. Ici, par exemple, je dessine une autre courbe du même type qui serait obtenue pour peut-être une valeur de l'ordre de 10 à 15 000 Kelvin. Et donc, nous nous trouvons avec cette relation qui est encore appelée loi de Wien et qui nous indique qu'une étoile qui est plutôt de couleur bleue va avoir une température élevée, par exemple 15 000 Kelvin, alors qu'une étoile qui serait de couleur jaune aurait une température de l'ordre de 6 000 Kelvin, et qu'une étoile qui serait plutôt orange ou rouge aurait une température de l'ordre de 3 000 Kelvin.
Troisième propriété des étoiles qu'il convient de déterminer, c'est leur composition. Eh bien, leur composition va également être déterminée à partir de leur spectre. Regardons ici un beau spectre d'une étoile, un spectre du Soleil, qui va être représenté depuis les plus courtes longueurs d'onde, du bleu, en étant replié jusqu'aux plus grandes longueurs d'onde vers le rouge. Et bien sur ce spectre, nous remarquons la présence de quelques petites raies verticales, sombres, des raies noires. Eh bien, revenons à des notions simples de spectroscopie. On observe en spectroscopie que lorsque l'on a, par exemple, un filament qui est chauffé, ou la surface d'une étoile, on a un spectre de Planck classique, ici je symbolise par un filament chauffé, et donc le spectre de Planck dont on vient de parler. Si nous avons un gaz, que je symbolise ici dans ce ballon, qui est chauffé, nous allons avoir un spectre avec des raies en émission. Et puis, si nous avons un gaz froid qui est éclairé, ce que je vais symboliser donc par un filament qui éclaire un volume de gaz, eh bien là, nous allons avoir un spectre de raies en absorption. C'est-à-dire que sur le spectre de l'étoile, nous allons voir apparaître des raies sombres. Alors évidemment, il est naturel quand on parle des étoiles de s'intéresser spécialement aux raies de l'hydrogène, puisque l'hydrogène représente l'élément fondamental dans l'univers et que les étoiles sont essentiellement constituées d'hydrogène. Eh bien, on démontre en physique atomique que les longueurs d'onde de ces raies sont caractérisées par une longueur d'onde lambda qui est égale à RH, une constante, la constante de Rydberg, 1 sur P2 moins 1 sur N2, et ça c'est la désexcitation avec des niveaux quantifiés d'énergie. 1 l'état fondamental, et ici au-dessus divers états excités, et la désexcitation d'un état N vers l'état P va donner une raie à la longueur d'onde lambda. La constante de Rydberg est égale à 1,097 environ 10 puissance 7 mètres moins 1. Et on peut, par exemple, chercher à calculer la longueur d'onde pour la raie Lyman alpha et pour la raie H alpha de l'hydrogène. La raie Lyman alpha de l'hydrogène, c'est donc la raie la plus énergétique qui correspond à une désexcitation de l'état 2 vers l'état 1. Et la raie H alpha, ici, c'est une raie qui correspond à 3 vers 2. Eh bien, je vous laisse faire l'application numérique pour ces deux raies de l'hydrogène. Et vous trouvez que la longueur d'onde de la raie Lyman alpha est de l'ordre de 0,121 micromètres, cependant que celle de la raie H alpha est de 0,656 micromètres. Et vous constatez que la raie Lyman alpha, 0,121 micromètres ou 121 nanomètres, c'est une raie qui se trouve dans l'ultraviolet. Les émissions ou les absorptions les plus intenses de l'hydrogène, eh bien nous ne les voyons pas en lumière visible, il faudrait observer en ultraviolet avec un satellite en orbite de la Terre pour les remarquer, et les nombreuses raies que l'on voit sur le spectre du Soleil ne sont pas les raies de l'hydrogène, mais sont aussi les raies de tous les composants minoritaires dans l'atmosphère du Soleil.
nous venons de voir comment il était possible de déterminer la distance, la température de surface et la composition d'une étoile. Nous allons maintenant voir comment il est possible de connaître sa luminosité et surtout de la classer parmi l'ensemble des étoiles. La luminosité d'une étoile n'est pas directement mesurable, c'est la puissance qu'elle rayonne. Soit L. En revanche, si nous connaissons la distance à laquelle se trouve cette étoile, eh bien, il est possible d'écrire que L égale D, que multiplie 4pi, D2 que multiplie 4pi, que multiplie E, où E est l'éclat de l'étoile, qui veut dire la puissance que reçoit l'observateur par unité de surface. Et l'éclat est une grandeur qui est mesurable. La relation L égale 4pi D2 que multiplie E n'est rien d'autre que la loi en 1 sur le carré de la distance entre l'astre et l'observateur dont nous avions déjà parlé. Alors, à ce propos, lorsque je parle d'éclat, je dois faire une digression dans la mesure où, en astronomie, classiquement, plutôt que de parler d'éclat, on parle de magnitude. Magnitude, petit m. Ce concept vient du fait que, bien avant que l'on ne fasse de l'astrophysique, bien avant que l'on ne puisse mesurer les éclats, eh bien, on avait déjà coutume de dire « cette étoile est très brillante, elle est de première grandeur ». Cette étoile est un peu moins brillante, elle est un peu, nous allons dire, elle est de deuxième grandeur. Cette étoile est encore moins brillante, elle est de sixième grandeur ou sixième magnitude. Et vous remarquez que dans cette terminologie, plus l'étoile est brillante, plus le nombre qui caractérise sa magnitude est petit. Deuxième remarque que je devrais faire, c'est que la notion de magnitude est une notion très subjective qui est liée à ce que nos yeux peuvent observer. Or, nos yeux sont des détecteurs qui sont sensibles au logarithme de l'éclat qui est reçu. Donc, quand on a voulu un petit peu quantifier cette notion de magnitude, on a été amené, pour comparer des magnitudes d'étoiles, à écrire que m moins m0, la différence de deux magnitudes pour deux étoiles, est égale à moins, le signe moins, puisque, comme on l'a vu, la magnitude et l'éclat varient dans deux sens différents, logarithme du rapport des éclats. J'ai dit que l'œil est un détecteur logarithmique. Et pour retrouver, de façon très approchée, il faut bien le dire, les anciennes notions de première magnitude, deuxième magnitude ou grandeur, etc., un coefficient pris égal à 2,5. Alors, cette définition, moins 2,5 log de E sur E0, nous permet de lier magnitude et éclat. Et je vais tout de suite prendre un petit exemple numérique pour que ce soit un peu moins abstrait. Supposons que nous avons une étoile dont je suppose arbitrairement que la magnitude est égale à 6, et puis une autre étoile dont la magnitude est égale à 1. La différence de magnitude entre ces deux étoiles, c'est donc 5. Si je divise ça par le moins 2,5, vous voyez que je peux écrire donc moins 2, qui est égal à logarithme de E sur E0. Et évidemment, un logarithme égal à 2, ça nous fait 100. Donc, on en déduit immédiatement que E égale E0 sur 100. Deux étoiles qui diffèrent de 5 magnitudes, eh bien, ce sont deux étoiles dont le rapport des éclats est égal à 100. Alors donc, nous avons vu que l'on peut parler indifféremment d'éclat ou de magnitude. On était parti d'une luminosité qui était donc une grandeur intrinsèque caractérisant l'étoile, et de même, on peut caractériser de façon intrinsèque l'étoile par sa magnitude absolue. Sa magnitude absolue, qu'on appelle grand M, c'est la magnitude qu'aurait l'étoile si elle se trouvait à 10 parsecs.
pour trouver la relation entre magnitude et magnitude absolue, nous pouvons écrire de nouveau la définition de la magnitude. Cette fois-ci, petit m moins grand m égale moins 2,5. Alors ça va s'appliquer à une même étoile qui se trouve déjà à une distance donnée d. À ce moment-là, pour définir son éclat, je peux tout simplement écrire L sur 4pi d2 en reprenant la première formule, divisé par l'éclat qu'aurait l'étoile si elle était à 10 parsecs, c'est égal donc à L sur 4pi que multiplie 10 au carré. Et évidemment, pour que tout soit homogène, ça veut dire que la distance est mesurée en parsecs. Alors là, on peut simplifier par L sur 4pi, donc la formule s'écrit beaucoup plus simplement. Petit m moins grand m égale moins 2,5 log de 10 au carré sur d au carré, c'est-à-dire tout simplement petit m moins grand m égale moins 2,5 log de 100, c'est-à-dire moins 2,5 multiplié 2, moins 5, plus de même 5 log de d. Si nous connaissons la magnitude d'une étoile et la distance d de cette étoile, mesurée en parsecs, eh bien, nous pouvons immédiatement en déduire la magnitude absolue qui va nous permettre de comparer des étoiles. Pour comparer les étoiles, précisément, nous allons nous intéresser d'une part à la magnitude absolue des étoiles, ou leur luminosité, ça revient au même, et d'autre part à leur température. Sur ce diagramme, eh bien, parce qu'on aurait envie de voir des luminosités croissantes, la magnitude va être présentée avec des valeurs décroissantes. Nous aurions par exemple ici une magnitude de 6, là une magnitude de 2, là une magnitude de moins 2 et là une magnitude de moins 6, donc grandeur décroissante. Et on parle de magnitude, on travaille en échelle logarithmique puisque la magnitude correspond à un logarithme de l'éclat. La température, elle va aussi être présentée dans ce sens-là, avec une échelle logarithmique. Disons que là, nous aurons du 30 000 Kelvin, là 6 000, et ici, nous aurions 3 000. Eh bien, le fait tout à fait remarquable est que si nous connaissons la température d'une étoile et sa magnitude, et si nous livrons à cet exercice pour de nombreuses étoiles, nous allons voir que les magnitudes en fonction de la température se distribuent pratiquement sur une courbe, ce genre de diagonale, qui a cet aspect-là. Alors voyons par ici, nous avons des étoiles qui sont des étoiles très froides, dont la température est de quelques milliers de Kelvin. Ce sont donc des étoiles qui émettent essentiellement dans le rouge, d'après la loi de Wien que nous avons déduite tout à l'heure de la loi de Planck. Par là, nous avons des étoiles qui font 15 000, 20 000, 30 000 Kelvin. Ce sont des étoiles qui ont un maximum d'émission qui se trouvent dans le bleu ou même l'ultraviolet. C'est pour ça que je les représente par des petits points bleutés, simplement pour se rappeler de cette loi de Wien. Alors je devrais d'ailleurs ajouter qu'en dehors de cette courbe, la séquence principale, il y a quelques étoiles qui vont être par ici, puis il y a aussi quelques très rares étoiles qui vont être un petit peu par là. Mais en première approximation, vous voyez que il y a cette relation entre température et magnitude. Ce graphe est connu sous le nom de diagramme d'Hertzsprung-Russell, du nom des astrophysiciens qui l'ont mis en évidence. On l'appelle, pour simplifier, souvent diagramme HR. Il est valable pour toutes les étoiles. Parfois, on peut le trouver avec non pas ici la température, mais le type spectral des étoiles O, B, A, F, G,
K, M, etc. Les étoiles de type O étant ici, de type G par là et de type M encore par là. L'importance essentielle de ce diagramme, c'est qu'il nous présente une classification des étoiles, comme je l'annonçais tout à l'heure, et que de plus, il nous permet, si nous observons une étoile très lointaine dont nous ne pouvons pas mesurer la distance, d'avoir néanmoins accès à cette distance. Une étoile lointaine dont la température peut être déterminée à partir de la loi de Wien. Nous connaissons la température de cette étoile, donc simplement si nous traçons ce genre de traits, connaissant la température, nous pouvons en déterminer la magnitude absolue. Par ailleurs, cette étoile, il est toujours possible d'en connaître la magnitude apparente, d'en connaître l'éclat. Et donc, puisque nous avons une relation qui lie la magnitude mesurée, la magnitude apparente, la magnitude absolue et la distance, nous pouvons déduire la distance de cette étoile. Alors ce genre de diagramme qui permet à partir d'une mesure d'accéder à une autre valeur et en couplant cette valeur avec un autre paramètre de déduire autre chose, c'est une méthode tout à fait classique en astrophysique. Je pourrais dire d'ailleurs qu'il existe également une relation entre la masse d'une étoile, alors pour certaines étoiles, on peut déterminer la masse parce qu'elles constituent des couples d'étoiles binaires, et la magnitude. Et la magnitude absolue. Et ce genre de relation, à partir du moment où on connaît la magnitude absolue, va pouvoir permettre de remonter à la masse et donc à la densité. Le point est, avant que nous ne voyions l'évolution des étoiles, je voulais insister là-dessus, il y a des relations, des diagrammes qui sont valables partout dans l'univers, parce que ça s'appuie simplement sur les lois de la physique pour les étoiles, et à partir desquelles, par approximations successives, on peut arriver à déterminer de nombreux paramètres de ces astres. Nous avons donc vu rapidement quelles étaient les méthodes qui permettent d'avoir accès aux propriétés physiques ou chimiques des étoiles. À partir de tout cet ensemble de données, il est possible de construire un scénario qui va nous représenter l'évolution des étoiles. Première phase, un nuage interstellaire, tel qu'on peut facilement en observer aujourd'hui, un nuage relativement dense et froid, qui est constitué de gaz, surtout de l'hydrogène moléculaire, et aussi éventuellement de petites particules solides. Il arrive que dans ce nuage, localement, la densité augmente. Alors, il y a des zones dans lesquelles se produit une contraction et dans lesquelles se forme ce qu'on peut appeler une protoétoile. Cette protoétoile se condense de plus en plus, la température augmente, et lorsque la température atteint un niveau de l'ordre de 10 puissance 7 Kelvin, alors des réactions nucléaires s'amorcent et une étoile est née. Rapidement, les réactions nucléaires dans une étoile, c'est ce qu'on appelle les réactions encore proton-proton, qui, nous allons voir, arrivent à la formation d'hélium. Partons de H1 plus H1, ça va nous donner H2 plus dégagement d'énergie, en l'occurrence 1,4 mégaélectronvolts. Et puis de même, si on prend ce 2H et qu'on rajoute un H, eh bien on peut former de l'hélium 3, aussi dégagement d'énergie, 5,49 MeV. Ces deux réactions, d'ailleurs, si je les additionne en multipliant par 2, ça peut encore s'écrire 1, 2, 3 multiplié par 2, 6 H1, qui va nous donner, évidemment, les H2 ici se simplifient, qui va nous donner 2 hélium 3.
Et ces deux hélium-3, vont pouvoir donner de l'hélium-4 plus 2H1 avec, là encore, dégagement d'énergie, en l'occurrence 12,85 MeV. Si je regroupe ces deux égalités, vous voyez que les hélium-3 disparaissent, que ici j'ai un recyclage d'hydrogène et je peux écrire qu'à partir de 4H, nous obtenons de l'hélium-4 et un dégagement d'énergie. Donc, dans la région centrale de l'étoile, se produit ce cycle hydrogène-hélium avec un énorme dégagement d'énergie. Et dans toute l'étoile, existe un équilibre entre la pression entre les couches concentriques qui s'exercent vers l'extérieur et la pesanteur qui attire vers le centre de l'étoile. Tant que ce cycle hydrogène-hélium existe, l'étoile va exister et se trouver en fait dans la séquence principale du diagramme HR. Certaines étoiles vont pouvoir consommer leur hydrogène plus ou moins vite. Par exemple, une étoile très massive, dont le cœur est très chaud, va être extrêmement lumineuse et elle va très rapidement consommer son hydrogène. En fin de compte, l'hydrogène dans la région centrale va être épuisé, l'étoile va se contracter, la température va s'élever et à ce moment-là, des réactions qui vont transformer l'hydrogène vont pouvoir se situer dans toute l'étoile. En fait, l'étoile va devenir une géante rouge ou même une supergéante. Elle fait partie des points que nous avions aperçus par là-haut dans le diagramme Hertzsprung-Russell. Et cette étoile va, à son tour, former par nucléosynthèse de nouveaux éléments plus lourds que de l'hélium, jusqu'au fer par exemple. Lorsque cette phase sera terminée, lorsque toute la matière aura été consommée, alors, si l'étoile a une taille moyenne, elle va terminer sa séquence d'évolution en éjectant une partie de sa matière et ça va donner une nébuleuse planétaire, comme on peut assez bien avec les grands télescopes en observer aujourd'hui. Donc une phase éjection de matière nébuleuse planétaire et vers la fin ultime, on n'aura plus qu'une petite étoile, une naine blanche, ici en bas à gauche dans le diagramme Hertzsprung-Russell, une naine blanche qui sera entourée d'un cocon de matière. Dans le cas des étoiles extrêmement massives, on pourra avoir d'autres processus et en particulier l'explosion finale en supernova. L'explosion finale en supernova est un processus très important qui se produit parfois. On peut aujourd'hui observer des résidus de supernova comme la nébuleuse appelée la dentelle du cygne ou encore la nébuleuse du crabe qui a correspondu à l'explosion d'une supernova en 1054. Et ce processus est d'autant plus important qu'il injecte dans tout le milieu interstellaire ces atomes plus lourds qui ont été synthétisés dans l'étoile, si bien que va se trouver dans le milieu interstellaire et progressivement dans les nuages plus denses, non seulement de l'hydrogène, mais diverses molécules et aussi progressivement des petites poussières, des silicates. Et toute cette matière qui a été synthétisée dans les étoiles va être recyclée pour former de nouvelles étoiles qui seront des étoiles dans lesquelles se trouveront l'hydrogène, l'hélium, etc., mais aussi en très faible proportion des éléments plus denses, ces éléments plus denses que nous trouvons dans notre Soleil et aussi dans les planètes du système solaire. Abordons donc
les propriétés de l'étoile Soleil. Nous en avons déjà parlé lors d'un cours précédent. Le Soleil est à une distance moyenne de la Terre de 150 millions de kilomètres et se trouve à environ 30 000 années-lumière du centre de la galaxie. Il parcourt d'ailleurs un tour complet autour du centre galactique en environ 200 millions d'années. Le Soleil est une étoile moyenne. Si nous regardions sa position sur le diagramme HR, nous verrions qu'il est dans la région centrale de la séquence principale du diagramme. Et venons-en maintenant à ses propriétés. Tout d'abord, sa luminosité. Sa luminosité va être, bien entendu, calculée à partir de l'éclat reçu sur Terre et de la distance de la Terre au Soleil. L'éclat reçu sur Terre, c'est ce qu'on appelle encore la constante solaire, donc la puissance reçue par unité de surface au sommet de l'atmosphère de la Terre. Et cette constante solaire, dont la valeur est essentielle pour la détermination du bilan thermique de la Terre, est d'environ 1400 watts par mètre carré. Donc, si nous multiplions cette valeur de 1400 watts par mètre carré par le 4pi d2, eh bien, nous trouvons la valeur, elle, de 4 10 puissance 26 watts. Venons-en maintenant à la masse. La masse du Soleil n'a pas besoin d'être déterminée avec une autre étoile, dans un couple d'étoiles binaires. On peut directement utiliser les planètes, la Terre en particulier. Nous connaissons la troisième loi de Kepler, donc le cube du demi-grand axe de la distance Terre-Soleil, divisé par la période orbitale de la Terre, est égal à G, la constante de la gravitation universelle, qui peut être déterminée en laboratoire, que multiplie m, la masse du Soleil, divisé par 4pi carré. Et si nous faisons l'application numérique, eh bien, nous pouvons trouver que la masse du Soleil est de l'ordre de 10 puissance 30 kg. Le rayon du Soleil. Le rayon du Soleil, eh bien, il est égal à environ 700 000 km et ce rayon est déterminé à partir de la mesure du diamètre apparent. La notion de diamètre apparent est une notion très simple que nous n'avons pas encore revue ensemble. Le diamètre apparent, c'est tout simplement le rapport 2r du diamètre par la distance d. En effet, on peut écrire en général que tangente de l'angle phi est égale à 2r sur d, et si l'angle phi est petit, comme c'est le cas pour le diamètre apparent du Soleil, nous avons immédiatement phi en radian, qui est égal à 2r sur d. Ou si l'on préfère, phi en degrés, qui est égal à 2r sur d, que multiplie 180 sur pi, pour passer des radians au degré. Eh bien, on a déjà donné le résultat, mais on va faire l'application numérique dans le sens inverse pour le Soleil. R égale 700 000 km, D de l'ordre de 150 millions de kilomètres. Ça nous donne tout de suite phi, donc phi en degrés, qui est égal à 1,4 10 puissance 6 divisé par 1,5 10 puissance 8, je peux rester en kilomètres au numérateur et au dénominateur, que multiplie 180 sur pi. Alors ceci, ça me fait à peu près 1 sur 100. 180 sur pi, ça fait à peu près 60. Comme j'ai majoré ici le 1,4 en 1,5, ça fait à peu près 50. Et vous voyez qu'on trouve 0,5 degrés. Alors cette valeur, il est intéressant de se rappeler, le diamètre apparent du Soleil est donc de 0,5 degrés. Le diamètre apparent de la Lune est aussi de 0,5 degrés. La Lune est beaucoup plus proche de nous et beaucoup plus petite. Il se trouve qu'elle a le même diamètre apparent que le Soleil. Et c'est bien évidemment pour cela que nous pouvons sur Terre observer à la fois des éclipses de Lune et des éclipses de Soleil. Pour en revenir à ce diamètre apparent, il nous permet donc de déterminer dans l'autre sens le rayon. Et connaître le rayon du Soleil, c'est important parce que ça va nous donner accès
à la masse volumique. Masse volumique qui va donc être égale au quotient de la masse de 10 puissance 30 kg par 4/3 de pi. Je calcule ici le volume. Je vais faire attention à travailler en SI. Donc, je vais écrire 0,7 10 puissance 9 au cube. Et tout calcul fait, ça nous fait environ 1400 kg par mètre cube. Si nous savons que la masse volumique de la Terre est de l'ordre de 5500 kg par mètre cube, nous voyons immédiatement que le Soleil a une masse volumique bien plus faible, ce qui n'est pas pour nous surprendre, puisque le Soleil, une étoile, est essentiellement constitué d'hydrogène. Alors évidemment, quand nous voulons vraiment connaître la composition du Soleil, eh bien, nous regardons un spectre du Soleil et nous analysons de la sorte la composition du Soleil. Le Soleil, bien sûr, est essentiellement constitué d'hydrogène, 71% en masse environ. Il est aussi constitué d'hélium, 27% en masse environ. Et d'ailleurs, le mot hélium vient du terme soleil, hélios en grec, puisque l'élément hélium a été découvert par spectroscopie sur le Soleil avant qu'il ne soit identifié sur la planète Terre. Donc le Soleil, de l'hydrogène, de l'hélium et de nombreux composants minoritaires qui donnent le nombre considérable de raies spectrales qu'on aperçoit sur un spectre solaire, ne serait-ce qu'en lumière visible, et toutes ces raies proviennent de ces éléments minoritaires qui ont été inclus dans la nébuleuse primitive. Évidemment, l'analyse spectrale du Soleil nous donne aussi accès à la température du Soleil. Et bien sûr, la température du Soleil qui peut être déterminée à partir d'un spectre du Soleil, à partir de la loi de Wien, eh bien, cette température est de l'ordre de 5700 à 5800 Kelvin. Nous allons donc, dans cette dernière partie, nous intéresser à la structure du Soleil et plus précisément à sa surface et à son atmosphère qu'un satellite comme SOHO nous permet d'étudier de façon continue. L'intérieur du Soleil n'est pas directement observable. Ce que l'on voit, c'est sa photosphère, la zone limite entre l'intérieur opaque et l'atmosphère du Soleil, une zone qui correspond à peu près à 500 km d'épaisseur. Et les observations, par exemple des observations d'oscillation solaire, sont en parfait accord avec la théorie relative à ce qui se passe à l'intérieur du Soleil. Ce qui se passe à l'intérieur du Soleil, donc des réactions de fusion nucléaire dans la région centrale, où la température est de l'ordre de 10 millions de Kelvin, avec transfert de rayonnement de cette région centrale vers la périphérie, zone convective, et revenons quelques instants à cette région centrale, une énergie rayonnée avec un défaut de masse, puisqu'on l'a vu, il y a pour toutes les étoiles dégagement d'énergie qui correspond à peu près à 0,7%. Et précisément, cette énergie rayonnée va nous permettre de calculer la durée de vie du Soleil. La durée de vie du Soleil, appelons-la T, est évidemment égale à l'énergie divisée par la luminosité. E, l'énergie, mesurée en joules, L, la luminosité, que nous venons juste de calculer, qui est en watts, et le temps, qui serait en secondes. Alors, L, nous l'avons vu, c'est 4 10 puissance 26 watts. Et l'énergie, eh bien, c'est la formule classique, E égale mc2. Alors, combien ça va faire? M, c'est la quantité de masse transformée, donc la masse totale du Soleil, nous l'avons déterminée il y a quelques instants, 2 10 puissance 30 kg, multiplié par cette partie transformée, donc qui correspond au défaut de masse, 0,7%,
C'est ce qui se passe dans la région centrale du Soleil, donc disons 1/10 de la masse totale. Et ça, donc ça nous fait le m, multiplié par C2, c'est-à-dire 3 10 puissance 8 au carré. Je vous laisse faire l'application numérique. Vous trouvez, pour cette énergie totale du Soleil, cette formidable valeur de 1,26 10 puissance 44 joules. Alors, le temps, c'est ce que nous cherchions à déterminer. Le temps, donc 1,26 10 puissance 44 divisé par 4 10 puissance 26. Alors, vous voyez, sans même faire le calcul, 44 moins 26, ça fait quelque chose d'assez considérable. On ne va pas le laisser en secondes. Donc, on va passer tout d'abord à des jours en divisant par 86 400 et passer à des années en divisant par 365,25. Et donc, ça nous donne le temps, cette fois-ci, en années. Je vous laisse faire l'application numérique. Et nous trouvons, pour l'ordre de grandeur de la durée de vie du Soleil, une valeur de 10 puissance 10 ans, c'est-à-dire 10 milliards d'années. Une valeur qui est à considérer avec l'âge actuel du Soleil, qui est estimé être de l'ordre de 4,5-4,6 milliards d'années, ce qui signifie que le Soleil est à la moitié de sa durée totale de vie. Intéressons-nous maintenant à la surface du Soleil, sa photosphère. À ce niveau, un point d'information. Comme vous le savez, on ne regarde jamais directement la surface du Soleil. Toutes les observations se font en projection, puisqu'autrement, il y a risque de brûlure de la rétine. Une image de la surface du Soleil fait apparaître des taches sombres, des ensembles de taches sombres dont les dimensions peuvent atteindre 30 000 km. Et ces taches sombres correspondent à des régions un peu plus froides, tout de même environ 4000 Kelvin. Et comme on peut le voir sur un gros plan d'une tache, en fait, elles sont entourées de zones en forme de filaments qui nous révèlent immédiatement la présence d'un champ magnétique intense. En fait, on observe des taches par groupe de 2 avec une polarité différente pour la tache qui va se trouver en avant, la tache qui se trouve en arrière. Et si on regarde le Soleil, si on suit un enregistrement du Soleil pendant assez longtemps, on voit les taches se déplacer lentement, parallèlement à l'équateur du Soleil. En fait, elles sont entraînées avec la rotation du Soleil autour de son axe, une rotation différentielle qui correspond à une période de l'ordre de 25 jours vers l'équateur et 35 jours vers le pôle. L'intérêt de l'observation des taches solaires est qu'il nous renseigne sur l'activité du Soleil. Et cette activité du Soleil varie de façon périodique, avec une périodicité assez longue, une période de 11 ans. Vous savez peut-être, par exemple, que les années 2001-2002 correspondent à un maximum d'activité solaire. Et nous allons voir ce que signifie dans quelques instants cette activité solaire quand nous parlerons du vent solaire. Et le Soleil présente un cycle de 11 ans, ou même de 2 fois 11 ans, puisque d'un cycle au cycle suivant, il y a une inversion de la polarité des groupes de taches entre hémisphère nord du Soleil et hémisphère sud du Soleil. Intéressons-nous maintenant à l'atmosphère solaire. La surface du Soleil est tellement brillante que l'atmosphère n'est observable que si la surface est totalement masquée. Alors évidemment, ça c'est possible lorsqu'il y a une éclipse totale du Soleil. Mais les éclipses totales du Soleil sont très rares. Après la célèbre éclipse du 11 août 1999 en Europe, il a fallu attendre juin 2001,
sur l'Afrique australe, ou encore décembre 2002 sur l'océan Indien, ou encore mars 2006 sur une bande allant de l'Afrique à la Turquie. Et de plus, les éclipses ne sont visibles à un moment donné que sur une étroite zone de la Terre. Donc il faut avoir recours à d'autres techniques, utiliser un coronographe qui masque la surface du Soleil et permet d'observer son atmosphère, un coronographe qui est au sol ou, mieux encore, en orbite autour de la Terre. Alors les images obtenues avec ces instruments révèlent la présence d'une couche un peu rosée, à la couleur rosée caractéristique de la raie H-alpha de l'hydrogène, proche du Soleil, qu'on appelle la chromosphère, et une vaste zone diffuse d'un blanc très nacré qui s'appelle la couronne du Soleil. Et si l'on regarde plus attentivement, on peut voir, semblant jaillir de la surface du Soleil, en fait jaillissant des taches solaires, des formidables protubérances dont les dimensions sont bien supérieures à la taille même de la Terre. On peut aussi admirer des éjections de masse coronale, donc énorme quantité de matière qui jaillit du Soleil dans cette atmosphère du Soleil. Et à ce niveau, il est intéressant de remarquer que la température de la chromosphère et de la couronne sont des milieux très diffus, mais cette température est élevée. On le sait parce que les raies ne sont pas comme dans la photosphère en absorption, mais elles sont en émission. De même que la surface du Soleil, la photosphère solaire, envoie de la lumière dans l'espace interplanétaire, de même, la couronne solaire injecte des particules dans cet espace interplanétaire. Ces particules, ce sont essentiellement des protons, des électrons, dont l'intensité et dont la vitesse dépendent d'ailleurs de l'activité solaire. Mais la vitesse est toujours élevée, au moins de l'ordre de 400 km par seconde. Ce sont donc des particules très énergétiques. Ce vent solaire, ainsi qu'on l'appelle, est un gaz ionisé, globalement neutre, ce qu'on appelle en physique un plasma. Un plasma peut agir avec les champs magnétiques. Le vent solaire transporte le champ magnétique du Soleil. Et lorsque ce vent solaire arrive à proximité d'une planète, il interagit avec le champ magnétique de cette planète. C'est ainsi que se forment des magnétosphères planétaires. Et lorsque ce vent solaire arrive à proximité d'une comète, il repousse les ions de comète dans la direction opposée à celle du Soleil, ce qui fait apparaître ce qu'on appelle une queue de plasma cométaire. Phénomène qui est visible à proximité du Soleil, aussi bien pour une comète passant relativement loin du Soleil comme Hyakutake, que pour une petite comète du groupe de Kreutz qui en fait va aller se précipiter sur le Soleil. Nous arrivons au terme de ce cours dans lequel nous avons mentionné des éléments d'astrophysique, les propriétés des étoiles et les propriétés du Soleil. Vous avez peut-être eu l'impression qu'on a écrit beaucoup d'équations. En fait, on n'a fait que survoler les méthodes de l'astrophysique. Il est vrai que cette discipline fait appel à peu près à toutes les disciplines de la physique et nous n'avons pas encore abordé du tout les méthodes de l'optique ou de l'électronique qui, bien sûr, permettent d'avoir accès à toutes les images des objets de l'univers. Pour faire simplement un petit rappel, je dirais que nous avons parlé, bien sûr, c'est toujours sous-jacent, de gravitation, F égale Gm M' sur R2, de loi de Kepler, A3 sur P2 égale Gm sur 4pi carré. En matière d'énergie, la loi en 1 sur R2. Et puis la célèbre équivalence E égale mc2. En thermodynamique, nous avons parlé de la loi de Planck. I de lambda de T égale 2hc2 sur lambda 5, 1 sur exponentielle
HC sur lambda KT moins 1, qui nous donne la distribution de l'intensité en fonction de la longueur d'onde et de la température, dont se déduit la loi de Stéphane et la loi de Wien, lambda max T égale constante, égale HC sur 5K. C'est cette loi qui permet, connaissant le spectre d'une étoile, d'en déterminer la température de surface. Et la spectroscopie, bien sûr, permet aussi d'avoir accès à la composition des étoiles en physique atomique. Par exemple, dans le cas de l'hydrogène, 1 sur lambda égale RH, 1 sur P2, moins 1 sur N2. Alors, toutes ces lois reposent sur des valeurs des constantes universelles, comme la vitesse de la lumière c, la constante de la gravitation g, la constante de Planck h, et puis aussi de constantes qui s'en dérivent, la constante de Stéphane sigma, la constante de Boltzmann k, ou encore la constante de Rydberg RH dans le cas de l'hydrogène. En astrophysique, on ne travaille pas toujours avec les unités du système international. On peut, par exemple, pour des unités de longueur, utiliser l'unité astronomique dans le système solaire, ou encore l'année de lumière et le parsec pour les distances des étoiles. Toujours en astrophysique, on ne parle pas toujours d'éclat ou de luminosité, on peut avoir recours à la notion de magnitude. Je vous rappelle la définition de la différence entre deux magnitudes, m moins m0, égale moins 2,5 logarithme décimal du rapport des éclats, et la définition de la magnitude absolue à 10 parsecs. Grand M égale petit m plus 5 moins 5 log de d, où d est la distance de l'astre exprimée en parsecs. Nous pouvons par exemple appliquer cette formule au Soleil. Le Soleil a une magnitude observée de moins 26,8, son éclat est très intense, et sa magnitude absolue est égale à plus 4,8, ce qui en fait une étoile qui se trouve tout à fait au milieu de la séquence principale du diagramme HR. Vous voyez des magnitudes de quelques autres objets, par exemple Sirius, l'étoile la plus brillante du ciel, dont la magnitude est de moins 1,5, et puis les magnitudes d'Alpha du Centaure et de Proxima du Centaure, deux étoiles qui sont à peu près à la même distance de nous, l'une qui est relativement brillante et l'autre qui en fait est la plus proche de notre système solaire, qui est un petit peu moins brillante. Et pour terminer, les caractéristiques du Soleil, sa luminosité, sa masse, son rayon, sa masse volumique, et sa période de rotation, qui est différente entre la période de rotation au voisinage de l'équateur et au voisinage du pôle, puisqu'il s'agit d'une sphère gazeuse en rotation lente. Nous venons donc, grâce aux techniques de l'astrophysique, de survoler les propriétés du Soleil. Nous allons poursuivre cette exploration dans le prochain cours en découvrant les propriétés des planètes, de leurs satellites et des petits corps, astéroïdes ou comètes qui gravitent dans le système solaire.